Donc, bienvenue aux Midi-Causeries Atelier B2B. C'est quoi ça, les ateliers B2B, les Midi-Causeries Atelier B2B plutôt? Ben, c'est un événement interactif. Ça veut dire que ça se peut qu'on vous demande de participer afin d'être efficace et pertinent. Donc, c'est des rencontres qui sont enregistrées pour une rediffusion subséquente. Évidemment, étant donné qu'on veut s'assurer que ça se déroule bien, moi, j'ai le rôle d'animateur. Donc, je vais vous demander d'utiliser l'outil de questions Q&A, question and answer ou questions-réponses, dépendant de la langue dans laquelle vous avez installé l'interface. Et je vais me faire un plaisir de relayer vos questions à notre conférencière d'aujourd'hui. Donc, les midi-causeries, c'est 45 minutes à l'heure du lunch, tous les premiers mercredis du mois, à l'exception de 2 mois, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. C'est quoi? Ben, c'est des formations, des conférences et des entrevues et des interviews, comme aujourd'hui. Et c'est en rediffusion sur la chaîne YouTube de Atelier B2B, tous les midi-causeries Atelier B2B. Donc, notre partenaire ce mois-ci, c'est BeActive. BeActive, ça se trouve être une firme qui se spécialise dans la croissance des entreprises. Donc, il y a 25 années d'expérience derrière avec des grandes structures au Canada, en France, dans les Antilles françaises, pour se spécialiser dans les mandats d'envergure et aider les solopreneurs et les petites entreprises, justement, à les obtenir. Donc, notre conférencière d'aujourd'hui, c'est Béatrice Luce-Antoinette, qui se trouve être la présidente fondatrice de BeActive. Et sa thématique d'aujourd'hui, c'est comment gagner des mandats d'envergure pour des petites structures. Béatrice, bonjour. Ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci Hugo, merci de m'accueillir au sein de cet atelier B2B sur la thématique de comment gagner des mandats d'envergure pour une petite structure. Merci pour cet accueil, je suis ravie de vous voir tous. Donc, je suis Béatrice Luce-Antoinette, effectivement la fondatrice de BeActive. Je suis coach d'affaires certifiée et j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans les grandes organisations au Canada, en France et aux Antilles françaises. Et ça m'a permis en fait de vraiment appréhender tous les codes transmis au sein de ces grandes structures-là. Et aujourd'hui, j'ai véritablement choisi de cœur d'accompagner les petites structures à adopter justement les codes des grands comptes pour pouvoir mieux performer et atteindre des croissances optimisées. Et c'est quoi exactement qui a été le déclencheur pour te consacrer à ça? Parce que j'ai constaté que sur le terrain, les petites structures, justement, ne se faisaient pas confiance et avaient tendance à se dire, mais je suis petit, vraiment des croyances limitantes qui conduisaient en fait à rester dans leur petite structure et de ne pas accéder aux dispositifs nécessaires pour pouvoir croître. Donc, je me suis dit, ben, je veux que ma mission d'entreprise soit autour des petites structures et enrichir de l'expérience que j'ai eue moi-même dans les grandes organisations. OK. Puis, si je comprends bien, c'est une question de mindset d'abord et avant tout, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Je ne cesserai de le répéter en fait que c'est une question de mindset parce que il y a des idées reçues, il y a des croyances que je qualifierais de limitantes. Et il y en a beaucoup que j'ai pu entendre sur le terrain, notamment le mythe de la taille. Des entreprises vont témoigner, ah non, je suis trop petit, je peux pas atteindre des mandats d'envergure, ou j'ai pas assez de références, des références prestigieuses, je suis pas Capgemini, je suis pas ci, je suis pas ça. Ou oh non, il y a trop de risques, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, ou tout simplement des barrières administratives qui les freinent. Parfois un sentiment d'imposture, c'est ce que j'entends parfois sur le terrain. Et puis le fatalisme. Ah non, je ne vais pas pouvoir atteindre les PME, je ne vais pas pouvoir atteindre des gros mandats. Mais je dirais que si je devais retenir une grosse, un gros mythe, une grosse idée reçue, c'est la problématique, le complexe du chiffre d'affaires. Je n'ai pas le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir atteindre les grands comptes. Donc, de mon expérience et des échos terrain que j'entends, ce sont les croyances limitantes et que je qualifie, pardon, de limitantes. Et donc, voilà, je résume ça comme étant un mindset. Et pour moi, il faudrait avoir un déclic. Il y a eu un déclic pour moi.
Et OK. j'invite les petites structures à avoir ce déclic-là qui se traduit véritablement par un changement de posture. Un changement de posture interne et de ne plus se voir comme le petit fournisseur ou comme la petite structure ou comme le solopreneur, mais de se positionner dans toute son essence, dans tout son être, dans tout son mindset comme un expert spécialiste et de s'interroger comment ils vont devoir faire valoir leur valeur unique, c'est-à-dire comment réfléchir et se segmenter et pouvoir faire transmettre et transparaître leurs valeurs uniques et leur positionnement unique. Puis ce changement de posture-là, c'est la base de ton accompagnement, j'imagine? C'est la base de mon accompagnement. Je l'ai moi-même vécu pour moi-même. Ça a d'abord été une expérience que j'ai appliquée au sein de Biactive. Et puis, j'ai accompagné mes clients aussi à faire ce transfert-là, à voir autrement leur raison d'être, leur valeur unique et comment travailler autour de ce positionnement-là pour pouvoir atteindre les grands comptes. Donc, il faut sortir de la vision des croyances limitantes comme quoi je suis pas assez une grande structure, j'ai pas de chiffre d'affaires pour focuser sur l'offre de service pour correspondre aux besoins de la grande structure. C'est bien. Exactement. C'est exactement ça, Hugo. C'est de vraiment sortir des sentiers battus, de sa zone de confort ou de sa zone limitante, comme j'aime dire, pour se dire, mais, OK, je change ma grille de lecture et je travaille autrement pour pouvoir véritablement se dire, ben, OK, qu'est-ce que j'ai comme compétence, qu'est-ce que j'ai comme valeur ajoutée, qu'est-ce que le marché me dit, quels sont les besoins sur le marché et comment je peux y répondre, même en étant une petite structure et quelle stratégie je peux appliquer pour faire valoir cette expertise pour faire valoir cette compétence différenciante. OK. Donc, j'imagine que les gens doivent avoir pas mal le syndrome de David contre Goliath. Quand on commence, si on n'a jamais eu l'expérience d'aller chercher des mandats d'envergure, c'est intimidant. Oui, absolument. Moi-même aussi, j'ai vécu ce syndrome Wow, j'ai un Goliath devant moi, comment je fais? Et comme je te le disais, en fait, c'est d'abord un changement de posture interne et de capter, en fait, différemment les différentes stratégies qui peuvent s'offrir. C'est-à-dire de véritablement se poser la question, mais en quoi je suis expert? C'est l'expertise et la spécialisation. C'est être reconnu pour un segment, pour une spécificité. Et à partir de cette spécificité-là, pardon, comment je la valorise, comment je la positionne, comment je la rends encore plus visible auprès des grands décideurs. Et effectivement, dans mes accompagnements, comme j'ai travaillé longtemps pour les grands comptes, je connais les codes, je connais la logique, je connais qu'un décideur va regarder, comment il va analyser votre offre de service, qu'est-ce qu'il va rechercher et qu'est-ce qu'il faut valoriser pour pouvoir atteindre ces grands décideurs. Mais avant d'aller plus loin, pourrais-tu nous dire c'est quoi exactement les opportunités qui existent pour les petites structures avec des mandats d'envergure? Oui, je te dirais que pour gagner des mandats d'envergure, il y a en fait des leviers très déterminants qui sont que je qualifie comme des leviers stratégiques. Alors, tout d'abord, en fait, faut vraiment vulgariser ce monde-là qui peut parfois faire peur. Mais je te dirais que les appels d'offres et les appels à projets, ce sont vraiment des leviers à considérer. Pourquoi? Parce qu'il existe des appels d'offres réservés aux très petites entreprises, aux structures aussi locales. Il y a les marchés publics où il faut également aller regarder dans les clauses quelles sont celles qui parlent d'innovation et d'insertion professionnelle. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire à ce niveau-là. Il y Pourrais-tu a clarifier également, le bout, s'il te plaît? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu voulais dire. comment? Pourrais-tu clarifier cette partie? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu voulais dire. Oui, alors en fait, quand il y a un marché public qui sort, des fois, on peut s'attendre à avoir des offres hyper technologiques, donc des solutions parfois numériques, où on se dit, mon Dieu, je vais jamais pouvoir répondre à ce type de projet d'envergure. Ça, c'est réservé aux grands. Mais OK. parfois, il peut y avoir, dans ce même appel d'offres-là, il peut y avoir en fait des clauses, des petites spécificités sur lesquelles, en fait, on peut répondre, soit parce qu'on va venir sur de la conduite du changement, on va accompagner des cellules
sur le volet insertion professionnelle, ou alors on va accompagner sur d'autres volets liés à de l'innovation sociale. Donc, parfois, un projet qui est mis en avant sur quelque chose de très technique, il ne faut pas hésiter en fait à creuser un peu plus sur certaines clauses ou certains paragraphes qui mettent en lumière d'autres axes qui peuvent être exploités. C'est ce que j'ai voulu dire. OK. Puis ça, est-ce que Mm. ça signifie que si on n'a pas, mettons, une solution holistique à la proposition, puis qu'on peut répondre à une partie de l'offre, on devrait soumissionner à l'offre? C'est tout ça que tu es en train de... Absolument, c'est absolument ce que je dis, c'est que de ne pas se dire, ah non, ça, c'est pas pour moi parce que je remplis pas en fait le point Ah, ça. majeur. Voilà, mais comment avec mon offre différenciante, je peux aller zoomer sur un volet que peut-être le gros ne va pas répondre sur ce volet-là. Vous voyez? Mais tu sais, il y a un côté intimidant, je pense que tout le monde va trouver, en tout cas, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec moi là-dessus, là, c'est que c'est très complexe, les appels d'offres. Fait que comment on fait Oui. pour trouver des appels d'offres sans passer nos journées à travailler là-dessus? Oui, absolument. C'est vrai que le monde du marché public, le monde des appels d'offres, le monde des appels à projets, ça peut être intimidant parce que, effectivement, même simplement aller sur le site télécharger, on se retrouve avec des cahiers, des clauses techniques qui font parfois 300 pages, j'exagère à peine, mais c'est vrai que ça peut paraître vraiment euh, intimidant, voire même inaccessible. Donc, ce que je dirais, c'est de vraiment démystifier ce côté-là, notamment aujourd'hui avec, il y a plein d'outils d'intelligence artificielle, il y a C'est quoi, ChatGPT, il y a Notebook KLM, il y a plein d'outils qui permettent justement de vulgariser l'approche et de pouvoir tout de suite avoir des synthèses de l'appel à projet et de tout de suite clarifier, est-ce que je comprends, est-ce que ça répond plus ou moins à quelque chose sur lequel je pourrais me positionner. Donc là où avant, en fait, on devait effectivement se taper des lectures de 300 pages, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un gros gain de temps grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je vous dirais que les deux outils que moi, j'utilise aujourd'hui, c'est notamment ChatGPT et Notebook KLM qui permet de faire des cartes mentales, qui permet d'avoir des synthèses audio et des synthèses écrites sur un résumé d'un appel d'offres. Donc, ça, c'est la première chose que je peux vous partager. Et après, sans rentrer nécessairement dans les détails techniques, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut vraiment organiser sa veille pour trouver des opportunités. Avant de commencer à balayer tous les sites, il faut d'abord vous poser. Vous poser et faire ce que j'appelle une adéquation entre ce qui se fait sur le marché en termes d'appel d'offres, en termes d'appel à projet et votre compétence. Donc, il faut vraiment se prendre un temps de faire une cartographie de son positionnement, de sa valeur unique, sur quel champ de compétences vous pouvez intervenir. Et une fois que vous avez fait cette synthèse avec une grille de lecture orientée appel d'offres, à ce moment-là, vous prenez Pourrais-tu clarifier grille de lecture, s'il te plaît? alors, la grille de lecture, en fait, c'est que des fois, quand on a sa propre offre de service, on a tendance, en fait, à la lister sous forme de fonctionnalité ou, voilà, OK, fonctionnalité 1, 2, 3, 4 ou service 1, 2, 3, 4. Et ce que j'invite à faire, la grille de lecture, le terme que j'utilise à ce moment-là, c'est de reconsidérer, en fait, son offre de service plus sous forme de OK, quel avantage que j'apporte, quel bénéfice que j'apporte, comment je cartographie ma compétence et comment, en fait, je la valorise, mais d'un point de vue client et OK, non pas donc simplement en termes de valeur ajoutée, donc amener en les valeurs termes de, ajoutées. voilà, OK. en termes de valeur ajoutée et en dernier lieu, finalement, la caractéristique ou la fonctionnalité. J'utilise beaucoup la méthode CAB, qui est un tableau récapitulatif qui Un comprend instant, tu as dit la méthode quoi? CAB, C-A-B, la OK. méthode CAB. OK. C'est C'est un acronyme pourquoi ça, CAB? caractéristiques, avantages, bénéfices. OK. Caractéristiques, avantages, bénéfices, ou on pourrait aussi parler de FAB, fonctionnalité, avantages, bénéfices. Donc, l'idée, en fait, c'est de vraiment distinguer à quel moment je parle d'une caractéristique de mon service et comment, en fait, je mets en avant l'avantage et le bénéfice client.
Et donc ça va apporter des éléments de langage, une façon de restituer et de mettre en avant son offre de service qui est complètement différente et qui répond davantage, justement, avec ce travail-là, au code des décideurs. Est-ce que je me trompe en pensant il y a une parenté avec mon expertise? Parce que moi, tu vois, quand j'enseigne en vente ou en support aux ventes, ce que je dis aux gens, c'est de parler en termes de valeur ajoutée à leurs clients, de what's in it for me d'abord, pour par la Oui. suite parler des caractéristiques des différenciateurs. Donc, on va t'amener la paix d'esprit parce qu'on va automatiser. Est-ce que c'est similaire? Exactement ça, c'est de se positionner sur un autre angle et de se mettre à la place finalement du client et de se dire, mais si je devais répondre pour le What is it in it for me, comment je lui répondrais? Comment je converserais avec lui? Qu'est-ce que je mettrais en avant comme valeur ajoutée? Qu'est-ce que je mettrais en avant comme élément différenciateur? Donc, c'est ce que je te disais, dans un premier temps, il faut vraiment faire ce travail-là et ensuite Première de étape. Étape première 1. étape. Première OK. étape, c'est de faire ça. Et ensuite, effectivement, il y a un travail qui est de connaissance, qui est de connaissance un petit peu du monde des appels d'offres, du monde des appels à projets. Donc, ça demande effectivement un temps d'investissement de début, de démarrage, pour commencer à regarder, OK, qu'est-ce qui se fait? Et de simplement dresser une liste, un profil détaillé et réaliste, et surtout réaliste, sur le panorama des appels à projets, des appels d'offres, que je commence à lire, que je commence à appréhender, que je commence à prendre mes notes. OK, par rapport à ma cartographie de compétences, quel type? Donc, je fais comme une espèce de mapping voilà ce qui se fait sur le marché, voilà mon offre et je commence à faire la jointure. Donc, il y a ce premier travail-là que je qualifie d'acculturation, de prise de connaissance, de montée en compétence sur ce monde-là. Et une fois qu'on a fait ça, là, on va passer à l'étape de l'automatisation intelligente. Parce que, comme tu le disais, on n'a pas toute nos journées à faire de la veille, puis à regarder ce qui se passe, et puis est-ce que j'en ai raté un, pas un autre. Et donc là, il faut vraiment passer sur l'étape d'automatisation intelligente et les outils qui peuvent être utilisés pour ça. Donc, moi, personnellement, j'ai conçu un petit robot sur ChatGPT qui me permet en fait de lister toutes les sources des appels à projets que j'ai repérés dans l'étape 1. Donc, comme j'ai fait mon travail initial de regarder qu'est-ce qui se fait sur le marché des appels d'offres, donc du coup, j'ai tous mes sites Internet que j'ai documentés. Et là, en fait, j'ai créé un petit robot sur ChatGPT qui me fait ma veille et qui me restitue un tableau de synthèse pour savoir qu'est-ce qui se fait, c'est quoi la thématique, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi la problématique, c'est quoi la valeur du marché demandé, etc., etc. Donc ça s'appelle une deuxième étape d'automatisation intelligente. Il y a également un autre outil euh, qui, euh, Tu as ça mentionné part quelque en chose fait. comme Notebook KLM, c'est ça? Alors, le Notebook KLM, c'est un outil qui est génial, mais qui permet principalement de faire des synthèses. C'est-à-dire que quand vous devez étudier un appel à projet, euh, pour ne pas perdre du temps à savoir que dit toutes les clauses techniques et autres, on charge le PDF dans Notebook KLM et on est capable, en fait, de sortir trois outputs, trois livrables. Un premier livrable qui peut être sous forme de carte mentale. Donc, il vous fait une synthèse de l'appel à projet sous forme de carte mentale. Un deuxième livrable qui est un guide synthétique. Donc, il va pouvoir vous donner, en fait, les grandes lignes. Donc, c'est un clic-bouton. Vous cliquez sur guide synthétique. Il va vous sortir ça. Et la troisième chose, en fait, il peut même vous faire une synthèse audio. Génial. En passant, il y a Louise qui a clarifié un peu le nom de la solution. C'est Notebook LM. Le K, c'est à la fin, ça vient avec le book. Notebook LM. Donc, j'ai mal. Voilà. Voilà. Je pourrais mettre dans le Merci chat pour la l'adresse. clarification. Oui, ça L'adresse. serait vraiment apprécié. Oui, je le fais tout de Merci, suite. Louise. Mm. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est de planifier une automatisation intelligente. Et puis, il y a un autre outil qui s'appelle Feedly AI. Et Feedly, en fait, c'est un outil qui est gratuit qui permet, il fonctionne un peu comme les flux RSS. Donc, il permet en fait d'agréger un certain nombre de sites et de pouvoir automatiser votre veille par rapport à ça. Donc, Feedly AI. Est-ce que tu peux l'épeler ou l'écrire dans le chat? J'écris Ou tout les de deux? suite dans le chat.
mon anglais n'est pas fluide. Je le mets Juste tout pour de être suite. certain qu'on fasse pas d'erreur de frappe, là. C'est pas une attaque de ton Absolument. anglais, t'en fais pas. Donc, Donc, OK. Donc, euh, c'est quand même assez clair. Donc, définir c'est quoi nos valeurs ajoutées. Ensuite de ça, on va regarder là où on peut apporter le plus de valeur. Là où c'est plus abstrait pour moi, c'est où on va commencer à chercher pour ces sources d'appels d'offres. En général, là, c'est là où je me demande, on commence par où? Parce que là, évidemment, toi, tu es experte là-dedans. Là. Tu sais d'où ils viennent, mais quand tu es néophyte, par où on commence? oui, alors c'est vrai que les sources vont changer selon qu'on est en France, au Canada. Donc, comme moi, je travaille sur les deux zones, je vais donner les exemples pour le Canada et la France. Donc, notamment pour la France, il y a un site qui s'appelle boamp.fr qui recense en fait tous les appels d'offres. Et vous êtes capable, en fait, avec ce site-là, de générer des notifications et des alertes pour pouvoir recevoir automatiquement tous les nouveaux appels d'offres. Il y a également, en fait, le site du fse.gouv.fr qui recense tous les appels d'offres au niveau européen. Ce qui a trait à des appels à projets, vous avez bpifrance.fr. Et au Canada, il y a un outil qui centralise la majorité des appels d'offres gouvernementaux qui se nomme SEAO. Donc, c'est le site officiel gouvernemental. Et ce que je vous partage aussi également, je fais partie du réseau des femmes d'affaires du Québec. Je crois que dans l'assistance, il y a énormément de femmes également. Il y a un outil, en fait, qui existe sur la plateforme du REFAC qui s'appelle Maya Connex. Maya Connex, je vais vous mettre le lien également. Et cet outil-là, il est vraiment génial parce que il recense en fait tous les appels d'offres et tous les appels à projets pour lesquels en fait il y a une priorisation entre guillemets pour les entrepreneurs de propriété féminine. Donc on peut y accéder à toute une panoplie d'appels d'offres ou d'appels à projets uniquement par ce biais-là. Et si vous êtes adhérente et membre du REFAC, c'est complètement gratuit, complètement gratuit. Génial. Écoute, il y a Robert qui a une question assez challengeante. Es-tu prête? OK. Yes. OK. Donc, le monde des appels d'offres est effectivement complexe dans un secteur très spécialisé comme en gestion du changement. À mon avis, très difficile de se démarquer des joueurs plus gros au Québec parce que le vrai problème reste dans les habitudes ancrées des fournisseurs qui, eux, ne veulent pas changer ou aller vers des fournisseurs moins connus. Quelle stratégie adopter? Je suis sceptique. Très bien. C'est une très bonne question que je me suis moi-même posée quand j'ai commencé. Et moi, ce que je dirais, c'est que les deux choses que moi, personnellement, j'ai faites, c'est que la première fois où je suis allée pour répondre à un appel à un projet, mon entreprise était toute jeune. La première des choses que j'ai faites, c'est que je me suis associée à un partenaire qui avait de la visibilité. Donc, moi, je lui ai apporté la compétence de répondre à un appel à projet parce que je l'avais. Donc, je suis moi-même montée en compétence. Je suis moi-même montée en compétence là-dessus. Puis, j'ai été voir le partenaire. J'ai dit, regarde, il y a cet appel d'offre-là. Moi, je peux t'amener l'expertise. Et toi, tu as le background financier, le background comptable et aussi une solution qui peut être mise en avant. Donc, la première des choses qui peut être faite, c'est de trouver un partenariat stratégique. La deuxième chose, en fait, si on n'a pas trouvé de partenaire, ça aussi, je l'ai fait. C'est tout simplement, c'est vite dit, mais c'est dans la qualité de la réponse de l'appel à projet ou de l'appel d'offres. C'est vraiment dans la qualité on va en revenir plus tard, mais c'est dans comment on valorise certains attraits pour pouvoir justement parler au jury, parler aux décideurs, pour se dire, ah tiens, je vais quand même interroger cette personne-là, ne serait-ce que pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, la clé, c'est d'être attractif dans la réponse qui est donnée. La clé, c'est d'être attractif, véritablement dans l'appel à projet, être attractif et puis évidemment respecter toute la partie conformité, rigueur, ça, on n'en démord pas. Mais il y a une section justement sur la valorisation du contexte, qu'est-ce qu'on a compris de l'enjeu, de la problématique du client, comment on va chercher les chiffres
pour étayer justement notre propos. Donc, effectivement, il y a toute la partie descriptive de notre offre de service, comme je disais un peu plus tôt, avec comment la mettre en avant avec la valeur ajoutée et les éléments différenciateurs. Ça, c'est important. Mais dans tout appel d'offres, il y a toujours une partie contextuelle et compréhension du problème. Et là, la qualité de la réponse sur comment véritablement démontrer au donneur d'ordre qu'on a compris sa problématique en amenant le sujet de façon à ce que lui soit mis en avant comme le héros, comme j'aime dire, mais surtout étayer le propos avec des chiffres tangibles. Et vous pouvez aujourd'hui utiliser Perplexity, qui est aussi une IA, qui vous permet d'avoir des sources de données fiables avec les références et vous pouvez justement vous appuyer de ces outils de recherche pour pouvoir étayer votre propos dans la section contexte. Tu parles de Perplexity, est-ce que c'est l'équivalent de ChatGPT ou ça a sa spécialisation en soi? Non, Perplexity a sa spécialisation en soi, en ce sens que son avantage, je dirais, c'est que par son outil de recherche, il est capable de documenter les sources de données qu'on est en train d'interroger. Par exemple, si vous avez une statistique que vous voulez rechercher, il est capable, en fait, via des indices, quand vous avez votre résultat de recherche, vous cliquez, en fait, sur le numéro et il vous amène la source. Donc, ça vous permet, en fait, de vraiment vérifier que l'information est juste et fiable avant de la reporter. Donc, c'est magique. Je pense que Robert est probablement très satisfait de cette réponse. Sinon, c'est quoi les pièges à éviter pour les petites structures quand il est temps de s'adresser à des gros donneurs d'ordre? Oui, absolument. Ben, en fait, quand j'ai eu à travailler avec certaines entreprises pour leur monter en compétence sur les appels à projets, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils avaient comme fait des réponses généralistes. C'est comme, il y a quelqu'un qui est chargé de la réponse à l'appel à projet. Ils ont fait un gabarit une fois, puis dès lors qu'il y a un appel à projet à répondre, OK, on sort le gabarit, on ajuste quelques trucs et on balance. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose à éviter, les réponses généralistes. Et puis, l'autre chose, c'est le non-respect des consignes. C'est en ce sens que je dis que c'est plus facilitant aujourd'hui d'analyser justement le besoin et toutes les clauses techniques grâce à un outil d'intelligence artificielle parce que c'est vraiment rédhibitoire. Si vous ne respectez pas les consignes, si vous ne répondez pas à toutes les clauses, à tout ce qu'ils ont demandé comme procédure administrative, vous avez beau faire une belle réponse, ce sera rejeté. Excuse-moi, je m'attendais à ce que ça arrive te connaissant, là, mais tu viens de m'apprendre un nouveau mot et c'est rédhibitoire. Définition, s'il vous plaît. Rédhibitoire, c'est quelque chose c'est comme un showstopper, comme on dirait en anglais, c'est quelque chose qui va pas passer. C'est no way, ça passe OK. pas. Voilà, OK. ça va bloquer, même si vous avez la plus belle des présentations, ça ne va pas passer. Donc, il faut respecter les consignes. Moi, je suis sûr que c'est très payant au Scrabble, ce mot. Rédhibitoire. Mais ça va rester. Rédhibitoire. OK. OK. Peux-tu me donner un exemple, genre partager un exemple concret là, d'un succès là, d'un client ou d'une entreprise que tu connais? Alors, tout d'abord, je pourrais partager le mien. Je pourrais Oui. partager le mien puis celui de quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, comme je vous disais, moi, je sors de grande structure. Mon entreprise est très récente. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais sécuriser mon chiffre d'affaires? Comment je vais activer ma croissance? Donc, je me suis gratté la tête et j'ai dit, OK, là, je vais utiliser le levier des appels à projets et des appels d'offres. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été chercher un partenaire pour justement valoriser euh, une proposition de réponse à l'appel à projet sur le FSE, donc le Fonds social européen. Et nous avons, donc c'était dans le cadre d'un appel d'offres pour l'Europe. Et nous avons répondu ensemble sur une solution AI pour le domaine de la construction du BTP et que nous avons reporté. Donc ça, c'est la première des choses que je pourrais vous dire, que mon entreprise est jeune, hein, octobre 2024. Oh, OK. Octobre 2024. Donc, ça, c'est le premier succès que je peux vous partager. La deuxième chose que j'ai faite, c'est pour une autre entreprise qui, elle, n'avait jamais répondu à un appel à projet. Et moi, je suis venue, en fait, pour leur apporter toute la partie structuration. Donc, toutes les étapes que je vous ai citées, c'est-à-dire la première étape, c'est la partie positionnement. Comment analyser leur positionnement, quelle est leur offre de valeur, leur proposition de valeur, comment on peut justement aller valoriser leur valeur unique.
Et ensuite, on a fait tout le processus, un, de ciblage et ensuite d'automatisation de la recherche et ensuite pour la réponse à l'appel à un projet. Par contre, pour cette entreprise-là, on n'a pas encore la réponse, mais c'est envoyé dans la boîte. Donc, Good. voilà ce que je peux vous Ça partager. augure bien, on dit. Ça augure bien. Good. OK. Donc, maintenant, il doit sûrement y avoir des leviers pour bâtir sa crédibilité pour les petites structures. Là, tu sais, tu as répété à quelques reprises de s'associer avec une autre structure. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'incontournable d'aller voir une entreprise qui a plus d'envergure, puis s'associer pour répondre à l'appel ou Non, c'est un il y a d'autres levier. façons? Non, c'est un levier, certes, mais heureusement, ce n'est pas le seul. La première des choses que je vous dirais, c'est d'anticiper sur les labels et des certifications qualité. Donc, si vous savez que vous voulez aller activer des stratégies de croissance via le levier des appels à projets et des appels d'offres, regardez ce que vous pouvez aller chercher en termes de labels et de certification qualité. Ça, c'est OK. aussi quelque chose de très important. Donc, effectivement, il y a autre chose aussi, c'est se conformer au programme d'accès à l'égalité. Il y a des appels à projets aussi qui font la promotion de tout ce qui est EDI. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous conformer EDI, sur é- c'est... égalité, diversité, inclusion. Ah, OK. Donc, ça, c'est une norme canadienne, non? Oui, OK. oui, exactement. Donc, il y a également se conformer à ce règle-là. Comme ça peut vous permettre de répondre sur des appels à projets ou des appels d'offres dans ces domaines-là. Et puis, ce que je vous dirais aussi, c'est de travailler sur un système de preuves. N'hésitez pas, en fait, à aller documenter vos KPIs, aller chercher des témoignages, valoriser des scores de satisfaction. Donc, créez-vous tout un écosystème qui va asseoir votre crédibilité. Rendez-la visible pour que quand un décideur ou un jury, un comité d'analyse de votre entreprise, vous savez, les gens, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils vous googlisent. Donc, n'hésitez pas à travailler sur votre visibilité, sur vos succès, sur qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes unique et qu'est-ce qui fait de vous que vous avez une expertise déterminante et spécialisée. OK. Je reviens sur non pas les spécifications, là, mais les accréditations. Donc, par exemple, si on veut travailler dans un certain secteur d'activité, puis que la norme, c'est d'avoir une certification ISO, ben, la première des choses à avoir, c'est d'aller chercher la certification ISO avant de commencer à penser à répondre aux appels d'offres, par exemple. Absolument, c'est d'aller chercher effectivement la norme en question. Moi aussi, l'une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est de rentrer par la porte d'entrée de la formation. C'est-à-dire qu'on peut intégrer une entreprise, on délivre une formation, donc on commence à avoir un pied dedans. Et là, on peut aussi, on parle de mandat d'envergure, j'ai parlé du levier de l'appel à un projet. Mais ça peut être aussi une porte d'entrée, c'est-à-dire que rentrer entre guillemets par la petite porte de la formation, comprendre l'écosystème de l'entreprise et à ce moment-là, vous valoriser et essayer de rentrer par cette porte pour aller décrocher d'autres mandats d'envergure. Good. Écoute, je vais te demander un effort de synthèse intense. Mettons, si tu devais résumer en 3 conseils ce que tu proposes à ta clientèle ou aux petites structures pour aller chercher des mandats d'envergure, ce serait quoi ces 3 conseils? Ces trois conseils-là, je dirais tout d'abord d'adopter une posture d'expert. Donc, ne pas hésiter en fait à se spécialiser, à faire connaître votre élément différenciateur et votre valeur unique. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est la partie que je résume comme étant votre positionnement. Ensuite, ce que je dirais, c'est de viser la qualité et pas la quantité. Donc, travailler sur tout son système, comme je disais, de qualité, comment faire valoir que vous êtes voilà, quelqu'un qui connaît son expertise, qui la valorise, etc., qui se fait connaître par ce biais-là. Et puis, je dirais de ne jamais oublier que le client, c'est le héros de l'histoire. Donc, tout ce que vous allez faire, en fait, pensez valeur ajoutée pour le client. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ne jamais oublier cet aspect-là.
Donc, voilà les trois conseils que je donnerais pour un solopreneur qui est une petite structure, c'est de préparer le socle, de préparer la base, parce qu'après, accéder aux autres mandats, c'est quelque chose qui se travaille avec de la structure, mais il y a le socle à préparer. OK, donc ta pro- ton premier conseil, excuse-moi, c'est de se connaître, de bien se connaître pour mettre de l'avant nos valeurs ajoutées d'emblée. Voilà, de bien se Pour connaître, maîtriser. voilà, de bien déterminer son positionnement et sa valeur unique. Ça, c'est la clé de tout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte véritablement à mon client et qu'est-ce qui me différencie des autres? Ça, c'est la clé. Ça, j'ai l'impression, puis ça peut paraître contre-intuitif, là, mais j'ai l'impression que justement être coaché, être accompagné, ça aide à justement bien identifier ces valeurs ajoutées-là parce que on se voit pas nécessairement d'un œil impartial. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Je suis totalement d'accord avec toi, en fait, et je vais encore réutiliser ce terme qui t'a interpellé tout à l'heure, cette fameuse grille de lecture. J'adore ce mot-là, j'adore cette expression-là parce que c'est véritablement ça. C'est en se faisant accompagner, des fois, ben, l'autre personne vous permet d'avoir une autre grille de lecture, une autre valorisation de ce que vous faites et une autre façon, en fait, de faire rejaillir vos ressources et votre valeur ajoutée. Donc, c'est véritablement ça, le bénéfice de se faire accompagner par quelqu'un qui a une expertise et quelqu'un qui a l'expérience terrain, justement, des grands comptes. Good. Ben écoute, le temps file, ça va vite. Il nous reste que Oh, quelques vite. minutes à peine. C'était très substantielle comme matière. D'ailleurs, je suis ravi qu'il y ait une rediffusion pour les gens qui voudraient revoir certains bouts. Est-ce que tu pourrais nous donner des informations sur comment te joindre, sur comment, par où commencer là, pour voir si c'est un bon fit, c'est un bon arrimage de travailler avec toi? Oui, avec plaisir. Donc, comme je vous disais, moi-même aussi, je travaille sur ma visibilité, je travaille aussi sur me faire connaître. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je suis très active. Vous pouvez m'envoyer un message privé. Vous pouvez également aller sur mon site internet www.beactive.fr que je mets dans le chat, dans lequel vous pouvez directement converser avec moi via un chat. Je crois que c'est Marie-Josée MG Nobert qui veut justement rentrer en contact avec toi. Donc, tu vas voir dans le chat, tu as ajouté l'adresse. Super, excellent. Donc, Et enfin, donc, vous pouvez rentrer avec moi en contact sur le site bienactive.fr où il y a un chat. Et puis, mon adresse email est très simple, béatrice@bienactive.fr. joie, bonheur, allégresse. Merci beaucoup pour ton partage puis tous les bons conseils. Je crois qu'il y en a certains qui sont motivés à collaborer avec toi. En attendant, moi, je Un reviens plaisir. à ma présentation ici. Un petit peu. Donc, on a c'est un jeu technique ici. Bon, voilà. Il regagne le contrôle. Donc, comme je le disais en début de rencontre, les présentations sont en rediffusion sur la chaîne YouTube Atelier B2B. Donc, vous allez retrouver la présentation, notre entrevue avec Béatrice dans quelques semaines sur la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter, à aller revoir le Midi-Causerie du mois dernier, celui qui a eu lieu le 4 juin dernier. Et je vais vous ajouter dans le chat ici le lien pour vous y rendre directement. Donc, le lien que vous allez avoir dans le chat ici, c'est pour aller voir le Midi-Causerie avec Suzy Baudouin de Tech Canada sur la sortie du mode réactif, le virage stratégique du leader d'aujourd'hui. Et ben, c'est l'été qui est arrivé, donc on fait une petite relâche estivale. Donc, on reporte notre prochain Midi-Causerie au 3 septembre prochain et on aura comme conférencier Serge Vaillancourt qui va nous parler de la compétition, donc de la force de l'inclusion avec la concurrence. Donc, merci d'avoir été là et bon été à tous.